Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Léa, c'est un plaisir de te recevoir sur ce live Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Plaisir partagé et très contente d'être en live avec vous ce midi. Super. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de 5 pratiques responsables et éthiques sur Google Ads. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Yes, carrément. Donc, moi, je m'appelle Léa Guenifet. Ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant que je suis consultante Google Ads pour les entreprises à impact. Et j'ai aussi une casquette comme toi, Anaïs, de podcasteuse avec un podcast qui s'appelle L'effet marketing, où on décrypte des stratégies de croissance des entreprises à impact. Et du coup, donc voilà, mes deux spécificités, c'est de faire des Google Ads pour les entreprises à impact. Podcast que j'adore et que j'écoute régulièrement. Trop cool. Léa, donc avant d'aborder les pratiques responsables, est-ce que tu peux nous éclairer peut-être sur les raisons pour lesquelles Google Ads peut parfois être perçu comme non éthique ou irresponsable, et quels sont selon toi les principaux défis dans ce domaine ? Carrément, ouais, je pense que tu vois, il y a déjà plusieurs questions qu'on peut se poser et que d'ailleurs pas mal de boîtes à impact se posent, c'est de se dire on est une entreprise à impact, est-ce qu'on est toujours dans l'impact si on se met à financer des GAFAM et à donner une partie de notre budget marketing chez les GAFAM? Donc tu as déjà ce premier truc déjà qui peut poser des questions et tirailler. Après, tu as aussi le fait de se dire, ok, du coup, si on ne finance pas les GAFAM et qu'on ne fait pas de publicité, est-ce qu'on peut vraiment se développer ? Est-ce qu'on va avoir un trou dans la raquette à un moment donné ou est-ce que c'est possible ? Et aussi ce truc de se dire, si on fait de la publicité, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire de manière plus responsable et de ne pas le faire en mode brutasse et de le faire d'une manière où on est aligné et où du coup, c'est en cohérence avec nos valeurs. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect de comment est perçue la publicité, notamment la publicité en ligne, de manière plutôt agressive. On a tous cette expérience d'avoir des publicités où on a l'impression d'avoir été traqué et d'être écouté. Donc, je veux dire, de l'autre côté de la barrière, ouais, c'est ça. Ça peut, il y a une vision assez négative de la publicité. Et du coup, selon toi, ce serait quoi la première pratique responsable et éthique à adopter si on veut se lancer sur Google Ads ? Et j'allais dire, pour moi, la première pratique déjà pour se lancer, c'est déjà de respecter tout ce qui va être RGPD. Donc, du coup, déjà, consentement des utilisateurs. Tu vois, tu le disais, ce truc de on est traqué, on va sur un site, on est directement retargeté avec plein de publicités du produit qu'on vient juste de voir sur un autre site internet. Donc, tu as déjà cette étape, j'ai envie de dire, qui est l'étape numéro 1, c'est que les utilisateurs soient conscients du coup des informations qu'ils nous donnent et ce directement en arrivant sur le site internet, donc avec la fameuse bannière cookie que tout le monde connaît et qui nous embête tous en tant qu'utilisateurs et du coup qu'on va essayer de refuser au maximum. Donc même ça, c'est une démarche aussi, je trouve, intéressante à avoir, de se dire à quel point je suis OK avec le fait que les utilisateurs refusent les cookies et à quel point je ne vais pas leur mettre des bâtons dans les roues pour le faire. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. On est sur un site, on essaye de refuser les cookies et on galère. En fait, on n'arrive pas. Du coup, on finit par les accepter. Donc déjà, ça, c'est une première chose, je trouve, qui est super importante. Et tu as un outil, moi, que j'aime beaucoup, qui permet de le faire, je trouve, d'une manière plus ludique. C'est un outil qui s'appelle Acepsio, que j'aime beaucoup déjà, parce que d'un point de vue UX, il est sympa et ça fait un petit module qui arrive en bas de page. Et il y a des possibilités, en fait, de personnalisation qui sont plutôt pas mal avec, par exemple, c'est du coup des cookies et on peut leur mettre soit des vêtements, des petits accessoires et tout. Donc, en fonction de votre univers, votre charte graphique, ça rend la chose un petit peu plus sympa, quoi. Ah, super intéressant. Et côté utilisateur, moi, par exemple, j'utilise un navigateur qui s'appelle Brave et qui refuse les cookies à ma place. Donc, ça m'évite de devoir le faire. Mais ça arrive que je sois complètement bloquée sur des sites où justement la gestion des cookies est mal faite. Et Ouais, vas-y. Et j'allais dire là-dessus un truc intéressant à ajouter, du coup, si on se met d'un point de vue publicité, il faut être conscient que ça va nous rendre l'optimisation des campagnes plus compliquée parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet de remonter le nombre de ventes, de visites qu'on a eues via Google Ads? Ça va être justement cette fameuse acceptation des cookies. Donc, c'est aussi j'ai envie de dire, un sacrifice peut-être à faire dans un autre sens, de se dire,
je suis conscient que si les utilisateurs refusent les données, alors je ne pourrai pas savoir s'ils ont acheté ou soumis un formulaire sur mon site internet, bien que maintenant, là, il y a des possibilités de tracking donc, qui sont un peu plus poussées, qui permettent non pas de suivre contre leur gré les personnes qui ont refusé les cookies, mais de modéliser, en fait, de se dire, bah voilà, d'essayer d'avoir une estimation du pourcentage de personnes qui a refusé, mais qui a quand même réalisé une action sur le site internet. Et ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place aussi. Super intéressant. Il y a un deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. Récemment, j'ai un client qui m'a appelé pour me signaler que 5 concurrents indirects s'étaient positionnés sur son nom de marque sur Google Ads. Je voudrais savoir, c'est quoi ton point de vue sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une charte éthique qui existe quelque part où tout est possible? Déjà, c'est toujours la bonne surprise quand tu es contente, tu essayes de faire les choses bien, de gagner en visibilité et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui achètent tout simplement ton nom de marque et qui du coup profitent de tous les efforts que tu essayes de mettre en place. Donc, je pense que déjà dans mon début de réponse, on sent un petit peu mon avis là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas du tout un truc éthique dans le sens où même je trouve en termes d'image, de se dire que tu te positionnes sur des concurrents, faut être OK avec l'image que ça renvoie, certes, et ça, je peux pas le nier, même si ça m'embête de le dire, c'est très rentable de faire ce type de campagne-là, parce qu'en fait, quelqu'un qui tombe sur quelqu'un qui tape le nom de ton nom, pardon, et qui arrive sur une annonce de ton concurrent, c'est quelqu'un qui est déjà très mature et qui était prêt à acheter chez toi et qui donc potentiellement va plus facilement acheter chez ton concurrent. Donc en termes de rentabilité, il n'y a pas de doute. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde le fait, hein, sinon on ne dépenserait pas de l'argent dans le vent. Après, tu as cette question de se dire que OK, quelqu'un achète ton mot-clé. Du coup, tu te dis que tes concurrents sont présents à ta place. Pour moi, tu as 2 options de réagir. Soit tu ripostes et tu fais la même chose. Soit tu te dis, bah, en fait, je mets mon énergie ailleurs. Et moi, c'est souvent l'option que je recommande à mes clients de se dire, parce qu'en fait, si ton concurrent achète ton mot-clé, que toi, tu achètes celui de ton concurrent, en fait, tu fais monter les enchères. Et du coup, in fine, tout le monde dépense son budget. Google se remplit les poches. Nous, on n'a plus d'argent parce qu'on a essayé de se lancer un peu dans une guéguerre sur ça. Donc moi, je trouve ça un peu triste des fois d'être obligé d'en arriver à ce point-là. Surtout que ça dépend aussi qui t'as en face de toi. Si tu as un gros poisson qui a un budget illimité et que toi, tu es déjà un petit peu serré, ça va être difficile de concurrencer et d'essayer d'aller acheter son mot-clé. Et après, tu as autre chose aussi, c'est de se dire, avant de faire le choix, pas hésiter en fait à contacter l'entreprise qui a acheté votre mot-clé parce que même si ça peut être difficile à croire de l'extérieur, ça peut être involontaire. En fait, il y a des types de ciblage et de campagne dans Google Ads qui fait que c'est Google qui fait le lien en fait et qui va se dire OK, vous êtes dans ce secteur-là, donc ce serait intéressant que vous diffusiez sur ce mot-clé-là. Donc pas hésiter en fait à en amont contacter les entreprises, leur dire bah voilà, vous êtes présent sur notre mot-clé, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? Et si l'entreprise vous dit c'est pas volontaire, bah du coup là ils peuvent directement eux exclure votre nom de marque de leur compte Google Ads. Et après, bah s'ils vous disent que c'est volontaire, c'est une autre histoire. mais voilà. Et à savoir que c'est légal, on va dire, tant que votre concurrent a le droit d'acheter de votre mot-clé, du moment que votre nom n'est pas présent dans l'annonce. Donc il faut savoir aussi que ça sert à rien entre guillemets de vouloir lancer des procédures auprès de Google. Ils sont dans leur droit d'acheter votre mot-clé. Oui, et oui, j'allais dire, il doit pas, enfin, c'est légal tant qu'il ne se fait pas passer aussi pour votre marque. C'est ça. Ouais. Ouais, faut pas que ça trompe en fait. La limite, c'est il faut pas que ça porte confusion auprès de l'utilisateur et qu'il soit trompé. Même si moi, je trouve quand même que dans certains cas, c'est très très border. Ouais. Mais du moment que le nom de la marque concurrente n'est pas cité, ça passe entre guillemets quoi. Ok. Concernant les stratégies d'enchères et de gestion de budget, tu conseilles quoi pour avoir une gestion qui soit à la fois efficace et responsable? Ben, moi, ma reco, je dirais sur la partie budget, c'est déjà de se dire que, et là aussi, je trouve que c'est une manière éthique de voir l'utilisation de la pub, c'est de se dire, la publicité, c'est un pilier parmi tant d'autres. C'est pas là où je vais tout miser et investir tout mon budget marketing. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la publicité doit venir nourrir
tous les canaux organiques qui sont déjà en place, que ce soit de la création de contenu sur les réseaux sociaux, la création de communautés, la rédaction d'articles de blog, etc. Pour moi, ça doit vraiment venir nourrir tout ça. Et si j'essaye de parler en termes très chiffrés, donc c'est une reco très globale et bien sûr ça dépend des cas, mais je sais qu'on aime toujours bien avoir les chiffres pour pouvoir se positionner. Moi je dirais que 30%, se dire que dans son budget marketing on a 30% au maximum qui est dédié à la publicité, ça me semble une répartition intéressante et éthique dans le sens où on se dit qu'on ne bourrine pas là-dessus à fond, c'est un pilier parmi tant d'autres. Ok, et ces 30%-là, tu conseilles de les répartir de manière linéaire sur l'année ou potentiellement avec des temps forts? Là, pour le coup, moi, ce que je recommande de manière générale, c'est d'investir en fil rouge, c'est-à-dire d'investir tout au long de l'année pour une simple raison, c'est qu'en fait, quand vous lancez une campagne, que vous la mettez en pause et que vous la relancez, par exemple, pour un autre Mhm. temps fort, d'un point de vue algorithmique, c'est presque comme si on repartait de zéro et du coup, on va repartir en phase d'apprentissage à chaque lancement. Donc, il vaut mieux avoir un budget plus petit sur toute l'année plutôt que de faire des actions coup de poing avec des gros budgets parce qu'en fait, vous allez avoir cet effort de relancer à chaque fois la campagne et où du coup, vous allez gaspiller du budget à chaque lancement parce qu'il faut un petit peu de temps que Google ait des données pour relancer la machine et du coup, ce temps-là, c'est la période d'apprentissage où vous allez être moins rentable au démarrage. Donc, plutôt investir sur du temps long et un budget avec lequel vous êtes à l'aise. Je pense que c'est super important aussi de se dire ça reste un investissement. Vous ne pouvez pas prévoir la rentabilité que ça va avoir. Bien évidemment, l'objectif, c'est que ce soit rentable et c'est là-dessus, moi, typiquement, que j'aide mes clients. Mais de se dire, c'est un budget qui ne va pas vous mettre dans le rouge et qui va mettre en danger votre trésor, quoi. Mm. Très bien. J'aimerais qu'on reparle un peu de retargeting. Déjà, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de débutants sur le live, et puis l'objectif du Ouais. podcast aussi, c'est d'être accessible à tous et à toutes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le retargeting, quelles sont ses stratégies? Et déjà, on va commencer par ça. J'ai ma question. Ça marche. Et ben ouais, le retargeting, en fait, c'est le fait de recibler des utilisateurs qui sont déjà venus sur votre site internet et qui peuvent avoir réalisé une action précise. Ça peut être avoir vu une page stratégique, par exemple, si vous êtes en lead gen ou des personnes qui ont lu plus de tant de secondes telle ou telle page. Ça peut être en e-commerce, quelqu'un qui a ajouté un produit au panier mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Et Mhm. le retargeting, c'est le fait de recibler ces personnes-là du coup une seconde fois pour avoir en fait un nouveau point de contact avec des personnes qui vous connaissent déjà. Ouais, si on se met dans les bottes de l'utilisateur, clairement, c'est quand vous allez visiter un site que vous n'achèterez pas, par exemple, vous n'avez pas au bout du process d'achat, et que derrière, dans toutes vos prochaines navigations, vous voyez le logo de cette même marque un peu partout dans vos pop-up. Et du coup, pour toi, c'est quoi justement, parce que le retargeting, c'est quand même une stratégie qui est efficace, qu'on soit bien d'accord, mais c'est quoi le juste milieu entre une stratégie efficace et ne pas submerger son audience, ce sentiment d'être un peu harcelé par la marque en question? Ouais, pas tomber dans le spam. Je pense que ça vous Ouais, est tous déjà arrivé. Moi, je trouve où c'est assez parlant, c'est sur YouTube, où genre vous avez la même publicité avant de lancer vos ouais. vidéos YouTube, mais des fois pendant un mois et demi, on se dit non, mais c'est bon. Là, si je devais acheter, je l'aurais fait. Je l'ai toujours pas fait, donc laissez-moi tranquille. Donc c'est un cas ouais typique. Personne n'a envie de se faire spammer. Et encore une fois, je trouve que même en termes d'image de marque, enfin c'est ultra mauvais quoi. Donc pour moi, tu Mhm. as un peu deux éléments à prendre en compte. Déjà, il y a qui tu cibles dans le sens où on peut être vite tenté de se dire ok, dès qu'un utilisateur est venu sur mon site internet, je vais le recibler et un peu ce truc de j'arrose tout le monde. Du moment que tu es venu sur mon site internet, en fait, c'est que tu étais intéressé pour acheter mon produit ou mon service. Déjà là, tu peux avoir un ciblage qui est plus en finesse et du coup, comme je le disais, faire des actions qui sont pour moi plus engageantes. Par exemple, quelqu'un qui a lu une page stratégique plusieurs secondes, qui est resté tant de temps sur une page ou qui a déjà ajouté un produit au panier, c'est déjà quelqu'un qui est plus engagé que quelqu'un qui est resté 5 secondes sur notre site et qui est parti. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier élément de réponse, c'est de cibler des personnes qui sont
potentiellement vraiment intéressés et vraiment être dans cette logique de mon objectif, c'est pas cibler un maximum de personnes, c'est cibler les personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que je propose. Et après, il y a une deuxième chose là qui peut être un peu plus floue parce qu'on s'en rend pas forcément compte en fait au moment où on paramètre sa campagne. Ça marche sur Google Ads mais aussi sur Meta. Mais en l'occurrence, je vais prendre le cas de Google parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. En fait, par défaut, Google, lui, il va diffuser ta publicité un maximum de fois jusqu'à ce que la personne achète. Donc, on peut être dans le cas du coup de la fameuse vidéo YouTube publicité que tu vois 5 fois par jour à chaque fois que tu lances une vidéo. Et en fait, vous avez la possibilité dans les paramètres de votre campagne de régler ce qu'on appelle la fréquence de diffusion et de définir le nombre de fois où une personne peut vous voir sur une durée limitée. Par exemple, moi j'aime bien dire entre 5 et 10 impressions maximum par semaine. Là, on est sur du display, donc la vidéo YouTube est très intrusive, mais ça peut juste être une petite bannière sur un site internet, ça compte comme une impression et vous avez la possibilité en fait de le définir directement dans les paramètres de votre campagne et ça vous assure de ne pas spammer vos utilisateurs. Super intéressant. On a une question de Maxime justement sur le sujet. Est-ce qu'on peut sur Google Ads exclure des internautes qui ont déjà fait un achat? Ouais, tout à fait. Et c'est une super pratique d'ailleurs à mettre en place. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre en place en fait dès le démarrage de votre campagne. Donc, on dit qu'on veut cibler par exemple les personnes qui ont ajouté au panier et qu'on exclut les personnes qui ont déjà acheté. Comme ça, on est sûr de pas pouvoir que ces acheteurs vont pas voir nos publicités. Et il y a deux manières d'ajouter ces audiences là. C'est là où du coup ça peut être un peu plus touchy. La manière la plus ciblée, mais il faut être OK avec ça, c'est d'ajouter directement son listing client à l'intérieur de Google Ads. Mais là, faut être OK avec le fait que Google a vraiment toutes les données de nos clients. Mais c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'ils ne soient pas reciblés. Ça, pour le coup, c'est le plus précis. Et sinon, la deuxième option que moi, j'utilise beaucoup aussi, c'est les personnes qui, si vous avez un tracking qui est bien en place, du moment qu'il y a des personnes qui ont réalisé l'événement achat sur votre site internet, alors elles ne verront pas vos publicités. Et là, c'est un peu moins précis, mais ça reste déjà une très bonne chose à mettre en place. Ok, super. Et puis, je vais juste partager le commentaire de Baptiste qui conseille en effet en plus de maîtriser la fréquence d'affichage, de faire varier les contenus Carrément. visuels, messages, et même aussi format d'ailleurs, pour éviter de spammer et activer plus d'arguments. Carrément. Et même pour compléter ce que tu dis, Baptiste, de même bien penser à personnaliser aussi le message et de se dire si c'est quelqu'un qui est déjà venu sur mon site internet et qui a réalisé telle ou telle action, je ne vais pas forcément m'adresser à lui de la même manière que quelqu'un qui ne me connaît pas et du coup éviter un peu les pubs génériques que vous pourriez faire à froid, mais essayer d'avoir quelque chose de très personnalisé, quoi. Ouais. Potentiellement aussi, si on fait un retargeting par rapport à une landing page particulière, moi je pense surtout côté B2B où je vais avoir des landing pages par exemple par secteur d'activité, je peux même orienter le retargeting avec des articles qui concernent uniquement ce secteur d'activité-là ou livre blanc, etc. Carrément. Avant qu'on passe à la 5e bonne pratique, je voudrais juste rappeler, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des points à ajouter, comme l'ont fait Maxime et Baptiste, c'est vraiment le bienvenu. Et du coup, Léa, quelle est ta 5e et dernière pratique responsable et éthique sur Google Ads que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? La dernière chose que j'aimerais bien aborder, et là qui est un sujet pas facile, donc vraiment je jette la pierre à personne et j'ouvre plutôt la réflexion, c'est sur le fait d'utiliser l'urgence, les fameuses promos. Si je prends l'extrême, la promo à moins 90% valable seulement 1 heure, je dis que je jette pas la pierre parce que force est de constater que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça aide à passer les personnes à l'achat, une petite promo et en plus quand c'est sur une durée limitée. L'idée, c'est d'essayer de se poser la question et de se dire comment est-ce que je peux le faire de manière plus raisonnée. Déjà, quand on est une boîte à impact, je pense que par défaut, on a des marges qui ne sont pas extensibles. Donc déjà, la promo à moins 90% n'est pas possible en plus de ne pas être éthique parce que du coup, on se dit, mais si moi j'ai acheté le prix à 100% du coup et que le lendemain, il y a une promo à moins 90, en fait, quelle est la vraie valeur du produit? Donc ça peut déjà poser des questions là-dessus. Et après, d'essayer de se dire
comment est-ce que je peux trouver d'autres leviers que la promotion pour inciter à l'achat. Donc là, ça peut soit être le fait de rappeler notre mission, le fait de rappeler les bénéfices que la personne va avoir, ou alors de le faire de manière plus détournée, mais de se dire, au lieu d'avoir une promo agressive, ça peut être un petit cadeau, par exemple, que les personnes peuvent avoir en plus sur une durée limitée. Je ne sais pas, dire pendant la période de Noël, si vous commandez chez nous, vous avez un petit cadeau en plus. Et je trouve que le fait de le faire comme ça aide à passer à l'achat et en même temps, ça dénature pas non plus la valeur du produit ou du service que vous proposez. Ouais. En exemple alternatif par rapport aux promotions avec des deadlines, etc. Il y a Ocaran cette année qui a une marque de cosmétiques à base de CBD qui proposait, j'avais trouvé ça super intéressant, des préventes en octobre pour Noël, ce qui leur permettait effectivement de proposer des prix. Il y avait Ok. aussi une deadline, mais c'était hyper clair. Et puis on n'était pas sur un truc de vous avez 24 heures pour prendre une décision. Je pense que la campagne a quasiment duré un mois. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ça respecte quand même. Enfin, en fait, c'était même ils expliquaient comment eux ça les arrangeait par rapport à Mm, de faire ces préventes-là, par rapport au rush de Noël qui est toujours très compliqué à gérer, mm. notamment pour une petite entreprise. Et je trouvais ça vraiment chouette parce qu'en fait, c'était gagnant-gagnant, quoi. Moi, ça me permettait de pouvoir faire potentiellement mes achats en avance avec un prix un peu plus réduit. Et en même temps, ça évite des soucis de logistique pour l'entreprise, quoi. Carrément, ouais, quand c'est win-win, c'est le mieux de toute façon, hein. Ouais, complètement. Tac, tac, tac. Je reprends mes petites questions. Est-ce que, ouais, question un peu bonus, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que nos publicités soient ciblées mais pas intrusives? Enfin, selon toi, c'est si on pouvait résumer. Ouais, bah c'est une bonne question. Je pense déjà un point important à souligner, et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'aime bien Google Ads pour ça. L'avantage de Google Ads, c'est que c'est déjà un canal publicitaire qui est intentionniste. C'est-à-dire que vous Mhm, allez diffuser des publicités uniquement dans le cas du retargeting, en effet, mais sur la plus grosse partie de Google Ads, qui est le réseau Search. C'est-à-dire que c'est uniquement si quelqu'un a tapé un mot-clé dans Google que vous allez diffuser votre annonce. Donc là, je trouve que c'est déjà un premier filtre qui est intéressant d'un point de vue intrusivité, c'est de se dire c'est uniquement si les personnes ont tapé une requête liée à mon produit ou mon service que je vais diffuser. Et là aussi, je pense qu'il y a un truc important à avoir, c'est que du coup, on peut avoir envie de se dire, OK, du moment que ça concerne de près ou de loin mon produit ou mon service, j'arrose et je diffuse un maximum. Et là, je pense que c'est important d'essayer de bien cibler la maturité en fait de la mhm. personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est en recherche d'informations, bah, pas lui balancer un discours de vente ultra agressif sur votre landing page, mais de se dire, OK, c'est quelqu'un qui recherche de l'info, aller plutôt vers du livre blanc, de l'article de blog, lui apporter de la valeur et répondre à son besoin et pas vouloir être dans la vente trop rapidement. À ce sujet, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance dans les outils Google Ads, notamment dans les recommandations qui sont présentées, d'automatisation, que Google Ads en fait prenne la main sur les textes de vos publicités, à qui elles sont diffusées, où est-ce qu'elles sont diffusées, etc. Et moi je fais toujours très attention, et c'est quelque chose que je signale énormément à mes clients, de bah, ok, c'est bien, on a de l'intelligence artificielle et des outils hyper puissants, mais ça ne remplace pas votre travail de ciblage en amont, et il faut pas donner la main, surtout à Google Ads, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Léa. Ouais, à fond, moi pour le coup, plus j'ai de contrôle, mieux c'est. Je pense que c'est vraiment important, surtout au démarrage d'un lancement d'un compte. C'est-à-dire que Google, il peut pas savoir mieux que vous ce qui va fonctionner. Donc c'est vraiment important que vous essayez d'avoir un maximum de contrôle dans les paramétrages des mots-clés que vous achetez, des annonces que vous rédigez, mais aussi dans vos stratégies d'enchères qui va avoir un impact sur la diffusion de vos annonces. Là où je vois que ça peut être intéressant et clairement ça a porté ses fruits moi sur de nombreux clients que j'accompagne, c'est une fois qu'on a un compte avec déjà un volume de données intéressant, qui a un historique et que Google a Mhm. compris qui était notre persona, que là on va pouvoir lâcher un peu de lest et lui dire OK, maintenant que je t'ai envoyé les bonnes données et que tu as compris qui est mon client idéal, maintenant je t'autorise à élargir un petit peu la diffusion, etc. Mais toujours à être dans le contrôle et le faire étape par étape et pas, j'ai envie de dire, donner les clés de la boutique dès le démarrage parce que là, ça peut vite être la cata, quoi. Ouais, complètement d'accord.
Léa, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Je pense à moins, mais mieux. Se dire que on fait moins d'actions marketing, mais on essaye de mettre plus d'énergie dedans pour deux choses, je dirais. Déjà qu'elles aient de l'impact, mais à la fois pour notre business et aussi pour notre audience, de toujours se dire quelle valeur j'apporte à mon audience, quoi. Complètement alignée avec cette réponse. Question de la fin. Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast? Très bonne question. Je pense à Pauline Vétier, qui est experte dans les RP. Je ne sais pas si ça te parle, Ouais, on a qui est déjà vraiment travaillé top. ensemble. Ah bah voilà, super, qui est vraiment au top sur tous ces sujets-là et qui bosse avec des entreprises à impact aussi. Et je suis persuadée qu'elle aurait plein de belles choses à vous partager. C'est bien noté, c'est dans ma liste d'inviter un jour Ah, trop Pauline. cool. Je voudrais conclure sur le fait que tu as une formation justement axée débutant sur Google Ads. Est-ce que tu veux nous la présenter rapidement? Ouais, carrément. C'est une formation qui est 100% gratuite et qui est disponible sur mon site internet l'effetmarketing.fr. Et en gros, c'est vraiment une formation que j'ai construite pour les entreprises à impact qui n'ont pas forcément les moyens de déléguer la gestion de leur campagne ou de s'acheter des formations payantes. Et ça vous permet en fait de mettre un premier pied dans l'univers Google Ads et toujours avec cette logique de comment je peux lancer ma campagne en appliquant les bonnes pratiques pour éviter de gaspiller du budget inutilement. Pardon. Donc voilà, si ça vous intéresse, avec grand plaisir, ça peut vous être utile. Et j'ajouterais même que si vous déléguez déjà vos campagnes à une agence ou à un freelance, que c'est quand même très intéressant de se former et de comprendre Ouais. justement tous les aspects de Google Ads, parce que moi je le vois trop souvent des clients qui sont complètement perdus dès qu'on parle de CTR, de coût par acquisition, etc. Et je pense que ça fait aussi partie d'une pratique responsable sur Google Ads, c'est aussi de Mm. comprendre comment fonctionne la plateforme, même si c'est pas nous directement qui gérons les campagnes. Ouais, c'est une super reco et je pense que c'est important, tu vois, même j'allais dire, et nous de l'autre côté, dans notre casquette de consultant, moi j'accompagne toujours mes clients là-dessus sur même si c'est moi qui m'occupe de leur campagne, faire en sorte de faire beaucoup de pédagogie, qu'ils puissent comprendre le fonctionnement, qu'ils puissent challenger aussi et qu'ils soient en pleine conscience avec ce qu'on est en train de faire. En effet, je pense que c'est super important d'avoir un premier niveau de culture là-dessus, même si c'est quelque chose dont on s'occupe pas directement, quoi. Ouais. Écoute Léa, merci beaucoup pour toutes C'est ces ça. insights et ces 5 pratiques responsables et éthiques sur Google Ads. C'était vraiment passionnant. Et bah, merci à tous aussi pour vos questions et vos exemples ou vos retours. Merci à tous, c'était trop cool. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.